Dans le silence du Sahel, la terre a parlé. Un gisement de diamants titanesques vient d'être révélé au Burkina Faso. En quelques heures, les ondes hertziennes, les marchés et les chancelleries ont vacillé, partagés entre promesses mirifiques et risques abyssaux pour un pays encore meurtri. Au centre du cadre, Ibrahim Traoré fixe la carte du Sanguindi et une question s'impose. Que vaut une fortune si elle peut défaire l'âme d'une nation? Ce soir-là, à Ouagadougou, l'air brûlant charriait moins des rumeurs qu'un serment discret, protéger la richesse pour qu'elle élève le peuple au lieu de l'enchaîner. Ce qui s'est produit dans les montagnes du Sanguindi dépasse la géologie. C'est un séisme moral et politique. Le Burkina Faso, longtemps cité pour sa résilience dans la pauvreté, se retrouve soudain dépositaire d'un des plus vastes gisements de diamants jamais découverts. Pour la communauté internationale, l'équation paraît simple. Richesse égale prospérité. Mais pour Ibrahim Traoré, la promesse est tout autre. Transformer un miracle minéral en un acte de souveraineté éclairé. Il sait qu'une fortune peut renforcer ou ruiner une nation, selon la conscience qui la guide. Les analystes évoquent déjà un possible décuplement du PIB en 5 ans, tandis que les habitants d'Ouagadougou parlent surtout de dignité retrouvée. Entre calcul économique et éveil collectif, une tension s'installe. Le pays pourra-t-il résister à la cupidité des puissances étrangères? C'est ici que se joue la promesse implicite de cette histoire. Prouver qu'un trésor peut être gardé sans se perdre soi-même. 3 heures après l'annonce officielle, les premières estimations tombent. La formation cristalline s'étendrait sur près de 8 km², un record absolu pour le continent africain. Les satellites chinois et les instruments locaux convergent. Il ne s'agit plus d'une rumeur, mais d'une réalité géologique capable de bouleverser la hiérarchie des matières premières. Ce soir-là, à Ouagadougou, la ville semblait suspendue. Dans le palais de la Révolution, Ibrahim Traoré écoutait les transmissions venues du Nord, entouré de cartes thermiques et de rapports codés. Aucune exaltation sur son visage, seulement une gravité calme, presque prophétique. Quand il prit la parole, sa voix résonna comme un verdict. Ce diamant n'est pas notre fortune, c'est notre responsabilité. Cette phrase, captée par les caméras, allait enflammer les débats du lendemain. Les chaînes internationales y viront. Un geste populiste. Les observateurs africains. Un tournant historique. Pour la première fois depuis des décennies, le Burkina Faso imposait son propre tempo face aux multinationales minières. Dans les rues, on entendait des radios grésillantes répéter. Le volcan s'est réveillé et avec lui, l'Afrique. Entre émerveillement et prudence, une question s'imposait. Comment transformer cette richesse brute en levier d'émancipation? Les ministres défilaient avec des dossiers remplis de projections et d'offres étrangères, des milliards en perspective, des conditions serrées, des pressions diplomatiques. Pourtant, dans le bureau du président, le silence demeurait la seule réponse. Ibrahim Traoré observait la carte du Sahel et murmurait « Nous avons eu de l'or et nous étions pauvres. Nous avions du coton et nous avions faim. Cette fois, nous devons nous réveiller. » C'est à cet instant qu'il ordonna la création d'une commission nationale du diamant, rassemblant scientifiques, soldats et théologiens, non pour gérer une mine, mais pour préserver une âme. Au lever du jour, le président Ibrahim Traoré quitta discrètement la capitale. Aucun cortège officiel, aucune caméra, seulement quelques conseillers et des soldats de terrain. Au pied du volcan Sanguindi, il rencontra les mineurs à l'origine de la découverte, de jeunes hommes aux mains couvertes de poussière, mais au regard fier. L'un d'eux, âgé d'à peine 20 ans, lui tendit un fragment de diamant brut. Traoré le contempla un instant avant de dire « Ce n'est pas un cadeau, c'est une promesse ». Cette image, capturée par un photographe local, fit le tour du pays en quelques heures.
Dans les marchés de Bobo Dioulasso, comme dans les mosquées de Kaya, on commentait ce geste plus que la pierre elle-même. Le dirigeant, vêtu d'une simple chemise claire, incarnait la retenue face à la tentation. Le soir même, les ondes nationales diffusèrent ces mots. Aucune décision économique ne doit être prise sans conscience. Le ton était donné. Dès lors, l'impact fut tangible. Les ingénieurs burkinabés reçurent la mission de sécuriser la zone et de documenter chaque extraction. Les écoles de géologie improvisèrent des modules de formation express. Dans les villages environnants, les femmes tissaient des drapeaux portant la devise « Notre richesse et notre conscience ». Les marchés s'emplissaient de dessins d'enfants montrant des montagnes lumineuses. À travers cette mise en scène austère mais inspirante, Ibrahim Traoré imposait un récit national, celui d'un pays qui choisit de grandir par la lucidité plutôt que par la cupidité. Tout commença avec la déclaration officielle, sobre et sans emphase, lue à la radio nationale à 6h00 du matin. Les mots étaient simples. Un dépôt minéral d'importance exceptionnelle a été confirmé sur le site du Songandi. En quelques minutes, les ondes se chargèrent d'électricité. Les marchés stoppèrent net, les visages se levèrent, les négociants suspendirent leurs appels. À Ouagadougou, les ministères ouvrirent avant l'aube. Des véhicules militaires se dirigèrent vers le nord, non pour imposer, mais pour protéger. Dans les rues, les murmures devenaient clameurs. « Le volcan s'est réveillé !» Le déclencheur était là, une découverte géologique devenue affaire d'État. Le point culminant survint 3 jours plus tard. Des diplomates disrangés arrivèrent en temps d'urgence, porteurs d'offres chiffrées et de promesses à 10-0. Les ambassades s'animèrent, les courtiers appelaient, les banques tentaient de contacter le palais. Pourtant, Ibrahim Traoré resta invisible. Il ne portait ni uniforme ni décoration, seulement cette chemise claire, symbole de sobriété. Dans la salle du Conseil souverain, il écoutait. Lorsque son ministre de l'économie évoqua la possibilité de multiplier le PIB par 10 en 5 ans, il répondit calmement. « Et de quoi nous servira un trésor si nous perdons notre âme ?» Cette phrase tomba comme une enclume sur les ambitions des investisseurs. Certains quittèrent la salle, d'autres restèrent, fascinés par cette résistance tranquille. Le Burkina Faso venait de redéfinir le rapport entre la richesse et la dignité. Les répercussions furent immédiates. Le soir même, un décret fondait la Commission nationale du diamant, composée de scientifiques, de militaires et de théologiens. Aucune signature étrangère ne serait valide sans approbation publique. Les médias d'État expliquèrent que cette structure n'était pas économique, mais éthique. Dans les villages, la nouvelle se répandit plus vite qu'Internet. Une vieille femme, interviewée par la radio, résuma la philosophie du pays. « Si Dieu nous a donné la lumière, ce n'est pas pour la vendre, mais pour mieux voir notre chemin. » Les jours suivants, le gouvernement créa une zone de sécurité autour du volcan. Des hélicoptères survolaient le désert, symbole d'une vigilance nouvelle. Les universités improvisèrent des programmes de recherche sur l'énergie et les ressources. Dans les écoles, les enfants récitaient la devise « Nous n'héritons pas de la terre, nous la servons ». Mais la tension montait ailleurs. Des réseaux miniers internationaux commencèrent à faire pression. Des fuites diplomatiques révélèrent des offres et des menaces. Contrats secrets, financements occultes, campagnes médiatiques. Ibrahim Traoré lut chaque document, sans répondre à aucun. Il choisit de se rendre sur le terrain, au pied du Sangandi, pour jurer avec les mineurs « Protégeons-la, ensemble ». La scène, saisie par un photographe local, fit le tour du monde. Un chef d'État tenant dans sa paume un éclat de diamant, non comme un trophée, mais comme un serment. Le pays comprit alors que la véritable richesse ne se mesure pas en carats, mais en courage. Les premiers relevés officiels publiés par la Commission nationale du diamant confirmèrent l'ampleur du phénomène. 8,3 km de formation cristalline continue, dont près de 2 exploitables à court terme.
Jamais le Burkina Faso n'avait enregistré un potentiel minéral de cette envergure. Les géologues comparèrent la pureté moyenne des pierres à 98,7%, un taux supérieur à celui de la Sierra Leone ou du Botswana. Chaque chiffre semblait déjouer les attentes. Chaque pourcentage redessinait la carte économique du Sahel. Pourtant, Ibrahim Traoré imposa un cadre strict. Aucune extraction industrielle avant la validation environnementale complète et la participation locale. « Nous ne voulons pas devenir riches vite, mais juste longtemps », déclara-t-il lors d'une conférence retransmise sur toutes les radios. Cette phrase devint la boussole d'un programme inédit. En moins de 3 mois, 700 postes furent ouverts pour les géologues, ingénieurs, logisticiens et ouvriers. Chaque contrat stipulait une formation certifiante obligatoire et une rotation des équipes, afin d'éviter les dérives de rente. Le ministère de l'Éducation annonça la réaffectation de 12% du budget national à la formation scientifique. Un fonds public fut instauré. 30% des revenus bruts seraient versés dans 3 secteurs: éducation, santé, agriculture. Les premières simulations prévoyait une hausse de 1,8 million de bénéficiaires en zone rurale dès la première année. Avant la découverte, le PIB du Burkina Faso stagnait autour de 19 milliards USD. Les projections révisées tablaient sur un triplement en 5 ans si le modèle souverain restait appliqué. Mais derrière les chiffres, la philosophie demeurait. Ibrahim Traoré répétait que la valeur d'un diamant ne se mesure pas à son éclat, mais à la conscience qui l'éclaire. Les économistes étrangers s'étonnaient. Pourquoi refuser des capitaux immédiats? La réponse tenait en une logique simple. Ce n'était pas une ruée vers l'or, c'était une éducation du temps. Dans les laboratoires improvisés de Ouagadougou, de jeunes techniciens analysaient les carats sous des microscopes offerts par la diaspora. À la télévision nationale, des débats publics expliquaient les risques de dépendance aux marchés internationaux. La population suivait, fascinée, cette transformation où la transparence des pierres symbolisait celle du pouvoir. Les experts parlaient de miracles africains, mais sur le terrain, on parlait surtout de discipline. La rigueur, patiemment imposée, commençait à donner forme à un espoir durable. Le Burkina Faso cessait d'être spectateur. Il devenait sa propre preuve. À mesure que la nouvelle du gisement se propageait, les avis se clivaient. 2 visions s'affrontaient, toutes 2 nourries par des faits. L'une vantait la prudence de Ibrahim Traoré, l'autre dénonçait un isolement dangereux. Pour eux, le Burkina Faso n'avait plus le luxe d'attendre. Accepter les investissements étrangers, c'était accélérer la croissance et stabiliser la région. Les chiffres semblaient leur donner raison. Une ouverture rapide pouvait injecter jusqu'à 4 milliards USD dès la première année, réduisant le chômage de moitié. Dans un continent où la jeunesse cherche des perspectives, pourquoi refuser un tel levier? Il rappelait les précédents: l'or, le coton, les concessions agricoles. À chaque fois, les richesses avaient quitté le pays plus vite qu'elles ne l'avaient nourri. Selon eux, céder aux pressions reviendrait à répéter le cycle des dépendances. Le pari de Traoré consistait à transformer la lenteur en méthode, maîtriser le processus, former les acteurs, construire la confiance avant le profit. Entre ces 2 pôles, un 3e discours apparut. La modération pragmatique. Des économistes indépendants proposèrent un calendrier d'ouverture progressive. Tester le modèle local pendant 2 ans avant toute signature internationale. Cette approche fit consensus dans la Commission nationale du diamant. Elle permettait d'évaluer les impacts sans sacrifier l'autonomie. Face aux critiques extérieures, le président demeura calme. Alors, la richesse attire les appétits, mais elle révèle surtout qui nous sommes, rappela-t-il lors d'un entretien radiophonique. Cette phrase devint la ligne de crête du débat. L'indépendance n'était plus un slogan, mais une expérience mesurable. L'opposition interne, un temps virulente, finit par reconnaître la cohérence du projet. La stabilité monétaire, la hausse des inscriptions universitaires et le recul de la spéculation prouvaient
qu'une autre voie était possible. Le Stillman était clos. Le réalisme des chiffres venait d'épouser l'éthique d'une conscience. Le silence précède toujours les tempêtes. Une nuit de mai, les radars militaires détectèrent des drones non identifiés survolant le nord du pays. Aucune marque, aucun signal. Le message était clair. Ce qui avait commencé comme une affaire minière devenait un test de souveraineté. Dans le palais de la Révolution, les lumières restaient allumées. Ibrahim Traoré convoqua son conseil en urgence. Les ministres parlaient de riposte, de défense, de sanctions à prévoir. Lui, au contraire, se leva lentement et dit « La richesse attire la convoitise, mais c'est la peur qui détruit les nations. » L'atmosphère se figea. Le chef d'État venait de transformer la menace en miroir collectif. Au petit matin, il annonça la création d'une brigade citoyenne de vigilance. Paysans, enseignants, étudiants volontaires, chargés de protéger les zones stratégiques. Pas une armée, une conscience organisée. Dans tout le pays, des bracelets verts apparurent aux poignets des volontaires, symbole d'un engagement sans haine. Les médias étrangers parlèrent de populisme armé. Les habitants, eux, parlaient de dignité debout. La révélation était faite. Le diamant ne brillait plus seulement sous terre. Il éclairait désormais la valeur morale d'un peuple. L'effet fut immédiat, multiple et profond. En moins de 6 mois, la découverte bouleversa les structures du pays et redessina la perception du Burkina Faso dans le monde. 4 sphères, 4 transformations, une même impulsion. L'État adopta un rythme d'urgence méthodique. Les ministères se travaillaient jour et nuit. Les lois se succédaient pour encadrer l'exploitation et la redistribution. Une autorité minière souveraine vit le jour, intégrant des ingénieurs locaux et des observateurs civils. Le budget de la santé augmenta de 28%, celui de l'éducation de 33%. La capitale, autrefois engourdie, vibrait d'une activité nouvelle. Ibrahim Traoré parlait désormais de indépendance vécue, non plus signée sur papier. Les coopératives minières remplacèrent les concessions étrangères. Chaque atelier devait afficher la provenance des pierres et la part reversée à la communauté. Les chiffres de production se stabilisèrent à 2,5 tonnes, équivalent brut par trimestre, tandis que les importations de biens essentiels chutaient de 17%. Les économistes occidentaux parlaient de modèles hybrides africains, mi-capital, mi-conscience. Les marchés internationaux, eux, hésitaient. Fallait-il y voir un miracle ou un précédent dangereux? Dans les villages, les écoles se remplissaient. Les jeunes, au lieu d'émigrer, s'inscrivaient dans des programmes de formation technique. Les femmes, autrefois cantonnées au marché, dirigeaient des coopératives d'artisanat liées à la filière. Une chanson populaire circulait. « Nous ne gardons pas des pierres, nous gardons la lumière. » La foi, la fierté et la discipline remplaçaient que la résignation. Le mot burkinabé reprenait son sens. L'homme intègre. Le Mali, le Niger et le Togo observaient le modèle avec intérêt. Des délégations vinrent étudier la commission du diamant, cherchant à adapter la méthode. Les médias panafricains parlaient d'un effet Traoré, un mouvement de réappropriation collective des ressources. À Paris, les chancelleries frémissaient. À Pékin, on parlait de coopération prudente. À Moscou, de renaissance africaine. Une même idée circulait. La richesse n'est plus une faveur, c'est une responsabilité. Quand il apparut au balcon du palais, un soir de décembre, Ibrahim Traoré résuma tout d'une phrase. « Nous ne sommes pas riches de ce que nous avons, mais de ce que nous refusons de vendre. » Dans la foule, des milliers de torches s'allumèrent. Ce soir-là, le peuple du Sahel comprit que la dignité pouvait être un capital inépuisable. Le pays est désormais à la croisée des routes. La découverte du diamant a hissé le Burkina Faso au centre d'un échiquier économique, diplomatique et spirituel. Mais que deviendra cette promesse dans les 12 mois à venir? Le modèle actuel se maintient. La Commission nationale du diamant continue de contrôler l'exploitation. Les revenus alimentent les 3 piliers. Éducation, santé, agriculture. La croissance annuelle atteint
8,5%, modeste mais stable. Les infrastructures se développent lentement, les institutions gagnent en crédibilité. Dans cette version, Ibrahim Traoré reste l'arbitre calme d'un équilibre fragile entre foi et rigueur. Inspiré par le modèle burkinabé, d'autres pays du Sahel adoptent des réformes semblables. Les échanges régionaux augmentent de 22%. Une zone économique du Sahel prend forme. Les ressources locales deviennent un levier commun de développement. Les peuples et jeunes Africains voient enfin un horizon sans exil. Produire, transformer, innover chez eux. L'Afrique redéfinit son rapport à la richesse. Non plus extraire, mais s'émanciper. Ce scénario repose sur une seule condition, la cohésion interne du Burkina Faso. Les pressions extérieures s'intensifient, les financements se raréfient, des cyberattaques ciblent les systèmes miniers, les marchés chutent de 15%. Une coalition diplomatique tente d'isoler le pays sous prétexte de risques géopolitiques. À l'intérieur, la fatigue s'installe, inflation, tensions sociales, rumeurs de division. Dans cette hypothèse, la résilience nationale devient le seul rempart. La souveraineté se défend au prix du confort. Ne pas confondre vitesse et direction. L'histoire prouve que les nations construites dans la précipitation s'effondrent sous leur propre poids. La patience politique, soutenue par la lucidité économique, reste l'arme la plus rare du continent. Ibrahim Traoré le répète, le temps est un minerai plus précieux que le diamant. Et c'est peut-être cette lenteur assumée qui décidera du destin du Burkina Faso. L'histoire du Burkina Faso ne parle pas qu'aux diplomates, elle parle à chacun de nous. Car derrière les discours, une idée simple se glisse. Ce que défend un peuple dit ce qu'il veut devenir. Dans les rues de Ouagadougou, les ouvriers, les enseignants, les étudiants ne parlent plus de misère, mais de responsabilité. Ils ont compris que la liberté ne se mendie pas, elle s'entretient chaque jour comme une flamme. Dans les foyers, les conversations ont changé. On ne demande plus combien cela vaut, mais à quoi cela sert. Ce basculement invisible, presque intime, révèle une maturité collective rare. Les enfants récitent à l'école les paroles du président. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous la protégeons pour nos enfants. Les parents, eux, y voient peut-être une promesse de stabilité morale. À l'extérieur, cette cohésion surprend. Des citoyens d'autres pays africains reprennent les mêmes slogans, tissent les mêmes drapeaux verts. La dignité burkinabé devient contagieuse, non par conquête mais par exemple. Ibrahim Traoré incarne cette pédagogie du geste. Parler peu, agir clair, relier foi et lucidité. Pour un spectateur étranger, cette histoire interroge. Que ferions-nous, nous, si une telle richesse surgissait sous nos pieds? Aurions-nous le courage de la protéger contre nous-mêmes? Le Burkina Faso répond par l'expérience. On peut choisir la lenteur sans faiblesse, la fermeté sans violence. Et c'est peut-être cela, le véritable héritage de cette aventure. Redéfinir la richesse comme un devoir partagé. Car lorsqu'un peuple apprend à dire non à la facilité, il découvre le langage silencieux de la dignité. Transformer une promesse en politique exige plus que du courage. Il faut une méthode. Le Burkina Faso l'a comprise, et c'est là que commence la véritable œuvre d'Ibrahim Traoré. Organiser la pérennité de l'éthique. Chaque contrat minier doit être publié, chaque recette auditée. Le portail Diamant Clair enregistre déjà 87% des transactions validées, consultables en ligne. Les universités techniques ouvrent des filières géologie éthique et économie de souveraineté. Un fonds communautaire redistribue 30% des bénéfices dans l'éducation, la santé et l'agriculture. Les coopératives locales contrôlent l'usage des budgets. Les brigades citoyennes assurent la vigilance autour des sites, mais sans armes lourdes. Elles protègent plus qu'elles ne défendent. Le Burkina Faso partage son modèle avec les pays voisins. Un forum panafricain sur la gouvernance des ressources est prévu à Ouagadougou. Au terme de cette feuille de route, la réussite ne se comptera ni en tonnes extraites, ni en devises gagnées,
mais en confiance cultivée. La plus grande richesse d'une nation reste sa cohérence entre les principes et les actes. Le soleil se couche sur le Sahel comme un feu tranquille. Au pied du volcan Sangandi, les machines se taisent. Les mineurs regardent la montagne briller sous la lumière rouge du soir, et l'on croirait entendre à nouveau battre le cœur du pays. C'est ici que tout a commencé, et que tout recommence. Ibrahim Traoré marche lentement parmi les siens. Il salue les enfants qui jouent dans l'assassin dans la poussière, les soldats qui montent la garde, les femmes qui prient à voix basse. Rien ne distingue plus le président du peuple, sinon la charge silencieuse de la responsabilité. Dans sa main, il garde un fragment de diamant brut, le même que celui qu'un jeune mineur lui avait offert, non comme un trophée, mais comme un rappel. Autour de lui, les visages sont calmes. Les slogans ont laissé place à une certitude paisible. La liberté se prouve en la vivant. Le Burkina Faso n'est plus un décor d'espoir, mais une preuve d'endurance. Quand le vent du Sahel se lève, la poussière dessine une phrase sur le sol, comme un murmure de la terre. On ne demande pas la permission pour être libre. L'histoire ne s'achève pas avec la découverte, elle commence avec la mémoire. Au Burkina Faso, la terre a parlé, mais c'est le peuple qui a écouté. Les diamants du Songandi ne sont plus des pierres. Ils sont devenus un miroir où chacun voit son propre courage. Ibrahim Traoré le sait. La gloire ne dure qu'un instant, mais la conscience survit au siècle. Son pari n'est pas de briller plus que les autres, mais d'enseigner qu'une nation se mesure à la valeur de ses choix. Et si, un jour, ses mines s'épuisent, il restera l'essentiel. La preuve qu'un peuple pauvre en moyens peut être riche en dignité. Alors, à vous qui lisez ou écoutez cette histoire, une question demeure. Quand la prospérité frappera à votre porte, saurez-vous l'accueillir sans vendre votre âme? Parce qu'au fond, la liberté n'est pas un héritage, c'est une discipline. Et c'est en se souvenant de cela que le Burkina Faso, un soir de poussière et de foi, a rappelé au monde qu'une conscience éveillée vaut plus que 1000 trésors.